Parfois, c'est des problèmes de langue. Telle langue gère le pays et telle autre ne gère pas le pays. Ainsi de suite. Et donc, nous cultivons des choses qui ne nous aident pas. Je crois que l'un des acquis du moboutisme, c'est que ça a été quand même un système qui était tel que tout le monde pouvait être partout. Et il y a eu un tel brassage qui constitue un acquis capital du moboutisme. Nous pouvons tout dire du moboutisme, mais le brassage que le moboutisme a créé produit encore ses effets. Je crois qu'à Goma, vous avez vu, quand Devila Kikanda a été élu au Nord Kivu, dans une des provinces considérées comme ethnicistes, mais en fait, on constate qu'il y a quand même des choses qui pouvaient évoluer si jamais on continuait à les cultiver. J'ai conclu en disant que l'unité du pays, le refus de la balkanisation doit être une entreprise, un projet. Nous devons diriger le pays contre l'idée de la balkanisation qui peut surgir d'abord de nous-mêmes, ensuite de l'extérieur. Nous devons bâtir notre pays sur une citoyenneté assez active, qui est telle que les citoyens peuvent signer des pétitions contre certains dirigeants. Je crois que le laboratoire, c'est la ville de Bukavu, et de plus en plus, ça s'étend sur le pays, puisque j'ai vu pas mal de pétitions qui circulent contre ou contre tel autre citoyen. Et je crois que c'est ça la vie de la démocratie, et c'est la voie qui peut nous sauver. Pour moi, en démocratisant le pays et en nous appropriant la démocratie, nous pouvons sauver notre pays de l'idée de la balkanisation. Je vous remercie. Merci, professeur, pour cet état des lieux. C'est qu'on peut retenir en vue éventuellement des recommandations à formuler, c'est de constater que depuis l'indépendance, il existe des poches, il existe des zones qui échappent au contrôle du pouvoir central, qui échappent au contrôle de l'État. Que faire pour qu'il n'existe plus jamais dans ce pays, n'existe des poches où peuvent se développer des rébellions, des poches où peuvent se loger des insoumis en vue de déstabiliser ultérieurement le pays. Sur ce, nous passons au deuxième exposé qui sera fait par M. Freddy Mulumbaka Boiwa Bondo, qui est administrateur directeur général du groupe de presse Le Potentiel, mais également chercheur. Freddy Mulumba est également chercheur parce que il est également de sciences politiques, comme vous ici, la majorité des étudiants ici. Lui, il a également effectué des recherches et certaines personnes n'ont jamais cru à l'existence de ce projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et visiblement, Freddy, à travers les recherches effectuées par certains Occidentaux, ceux-là même qui sont au centre, au cœur de ce projet, il va essayer de nous livrer les résultats de ces recherches. Je tiens d'abord à remercier le professeur Mwaka du fait qu'il a tracé un peu les tableaux de ce qui se passe à l'est du pays. J'ai relevé quelque chose, que la balkanisation est l'effet de Congolais. C'est vrai en partie parce que les Congolais sont complices. Mais moi, je vais voir beaucoup plus sur le plan international. Pour compléter le professeur Mwaka, vous savez que ça fait un bout de temps que sur les gens de potentiel, vous avez un message non à la balkanisation. Et aussi, il y a des conférences qu'on organise à Fatima sur ces problèmes. Mais très souvent, mes frères congolais, certains, je n'ai pas manipulé par certains occidentaux, ils me disent que je suis devenu presque un fou. Donc, j'ai inventé la balkanisation, ça n'existait pas. Heureusement que le prof Mwaka vient d'apporter encore une précision. J'espère que ceux qui pensent que la balkanisation n'existe pas se trompent. Mais pour éviter à ce qu'on dise que j'ai comment dirais-je, inventé les mots balkanisation, j'ai amené ce livre. Ce n'est pas pour vous faire une démonstration de force, mais pour vous dire que j'ai lu, je n'ai rien inventé. Tous ceux qui travaillent avec des Occidentaux, qui pensent qu'on a inventé cette histoire, ils n'ont qu'à se référer aux auteurs américains, français et congolais. Je préfère, avant de commencer, de vous citer les ouvrages que j'ai sur la table. Je commence par le premier, c'est John Le Carré, Les Chants de la Mission. C'est un romancier qui est bien connu, mais c'est un ancien flic. Et quand il écrit très souvent, il ne se trompe pas.
John Le Carré a travaillé avec Janson, donc, il a travaillé à l'ONU. Donc, John Le Carré, c'est un romancier, un Britannique. J'ai un autre que tout le monde connaît, c'est Pierre Péan, qui a publié Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Il y a 3 auteurs, je dirais un peu, qui ont écrit en anglais. On a fait un effort pour aussi apprendre à lire l'anglais. Pour ceux qui connaissent, qui ont fait les Sciences Po, ils connaissent Thomas Turner. Thomas Turner a publié un ouvrage avec Crawford Young en 1984 aux éditions universitaires de Wisconsin, intitulé The Rise and Decline of the Desert State. La montée et le déclin de l'État zaïrois. Donc, il résume un peu ce que Mobutu avait fait de son État. Mais Thomas Turner a publié un ouvrage, The Congo Wars, Conflit, Myth and Reality. Il y a un autre, pour ceux qui sont des chercheurs, politologues, tout comme anthropologues et sociologues. Il y a René Lemarchand qui a publié The Dynamics of Violence in Central Africa. C'est aux éditions University of Pennsylvania Press. Vous avez un troisième qui est aussi bien connu, Gérard Prignier, que Jean-Claude Willam a beaucoup cité, Africa's World War, Congo, the Rwanda Genocide and the Making of a Continental Catastrophe. Ça, il a publié à l'université d'Oxford. Vous avez Jean-Claude Willam, qui a publié La guerre du Kivu, vue de la salle climatisée et de la véranda, édition CRIP. Maintenant, vous avez des Congolais qui ont publié. Les premiers que vous connaissez très bien, c'est M. Ngwanda, Honoré, Crime organisé en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux. Vous avez Jean-Paul Mopo Kobanda, les crimes économiques dans les grands lacs africains. 5 millions de morts pour enrichir les multinationales occidentales, les Rwandais, l'Ouganda et leurs complices congolais. Vous avez notre frère du Kivu, qui s'appelle Nissé Sereka Mugendi, j'ai bien prononcé, Muhendi, les déterminants de la paix et de la guerre au Congo-Zaïre. Il y a un autre Congolais qui vit à Paris, Gilbert Zanzambi, la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Vous avez le professeur Bioya qui est à côté de moi, Diplomatie congolaise et régionale, nouveaux fondements, défis et enjeux, préfacé par Elie Kambokolo. Mais il y a un journaliste français qui a sorti dernièrement un ouvrage, il s'appelle Christophe Polatanski, Minéraux de sang, les esclaves du monde moderne, chez Grasset. Je disais que si j'ai pris ce livre, ce n'est pas pour démontrer qu'on a lu, c'est pour dire aux amis occidentaux, nous sommes au courant de ce qui se passe. L'avantage qu'on a aujourd'hui, on a l'Internet, on voyage, on peut se procurer ces livres. Ils ne sont plus les seuls à avoir le monopole de la vérité. Mais ce qui est bon, il faut ceux qui lisent doivent avoir le courage d'expliquer aux autres pour qu'il y ait le débat. On ne peut pas comprendre 5 siècles de domination, depuis qu'on connaît le monde occidental, jusqu'à aujourd'hui. Les petits-fils, ou bien les petits-fils, de ceux qui nous ont dominés, vendus, ceux qui aujourd'hui nous dominent, leurs petits-fils viennent actuellement pour nous dominer encore. Il y a un problème, alors qu'on a étudié avec ces gens. Je pense que ce que nous faisons, c'est pour qu'il y ait une prise de conscience. Je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce combat contre la balkanisation. J'étais au Canada, à Québec, lors d'un sommet de francophonie. On nous a demandé, moi, avec un frère sénégalais, pour qu'on essaye d'écrire un article dans un journal, des articles dans un journal canadien, Le Soleil. Qu'est-ce que la francophonie peut apporter à l'Afrique? Lui, il a fait son article, moi j'ai fait les miens, j'ai dit il faudrait que la francophonie nous aide à mettre la fin à l'Est. Nous sommes francophones, ceux qui nous envahissent,
ce sont des anglophones. Donc il est normal que la francophonie nous aide. Mais curieusement, on m'a donné 200 $ canadiens, mais l'article n'est pas sorti. J'ai posé la question à la personne, mais qu'est-ce qui se passe? Donc un confrère, oh non, on va mettre sur Internet, il faut attendre. J'ai vite compris. Je n'ai pas voulu beaucoup demander. Après le sommet, je descends à Paris, et à Bruxelles, je rencontre notre frère Mampaka. Il me dit, mais le pays est parti, selon ces informations, il ne faut plus encore espérer que le Congo va encore exister. Il m'explique. Je descends à Kinshasa, je vois Modeste Mutinga, parce que c'est son journal, je lui explique. Je lui dis, regardez ce qu'on m'a dit à l'extérieur. Modeste Mutinga comprend, c'est ainsi qu'on a fait ce que vous lisez souvent sur le potentiel, non à la balkanisation de la RDC. Mais je ne me suis pas limité à ça. En tant que journaliste, en tant que politologue, j'ai essayé un peu de m'informer. C'est comme ça que je vous ai donné tous ces livres. Mais je pense que nous sommes ici à l'université, il y a une autre manière d'aborder la question. Donc je préfère commencer par le mot balkanisation. Ce mot qui tire ses origines de la région de l'Europe centrale qu'on appelle Balkan. Ce concept est entré dans le vocabulaire populaire après l'adoption des traités consécutifs à la Première Guerre mondiale pour désigner les processus de morcellement, d'unité politique et géographique d'une certaine étendue qui existait auparavant, en une multitude d'États plus petits, à la viabilité plus ou moins précaire, afin de profiter des divisions ainsi créées pour en diminuer la puissance et les manipuler. Ça, c'est une définition d'une manière générale. J'ai eu à lire un de vos professeurs, je ne le connais pas personnellement, c'est le professeur Mbaya Mudimba. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Il a publié un article dans le potentiel. J'ai préféré prendre ça comme aussi définition. Professeur Mbaya, lui, par la balkanisation sous deux formes. Donc, la forme géopolitique et la forme géoéconomique. Sur le plan géopolitique, il y a balkanisation quand une partie d'un territoire ou d'un État est démembré de celui-ci et passe sous le contrôle politico-administratif de notre État. Et sur le plan économique, pour le professeur Mbaya Mudimba, il y a balkanisation lorsqu'une partie d'un territoire ou d'un État, sans être démembré de ces derniers, est économiquement exploité par un autre État, d'autres États ou des entités étrangères. Et ça, j'ajoute, il ne faut pas seulement se limiter à ça. Donc, on peut partir de la géopolitique pour aboutir à la géoéconomique pour aboutir à la géopolitique. Ça signifie quoi? On peut partir de la balkanisation économique pour aboutir à la balkanisation politique. C'est ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mais le mot balkanisation, chez nous, à Kinshasa, au Congo, ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1960. Je pense que ceux qui suivent Télé 7 comprennent un peu ce que notre héros national déclare. Je ne voudrais pas déclarer ça. Je pense que ceux qui suivent comprennent un peu le message. Mais il faut dire que cette balkanisation, la première balkanisation qui a été soutenue par la Belgique, par les multinationales anglo-saxonnes et surtout avec la Société Générale de Belgique, a abouti à ce qu'on peut appeler l'indépendance du Katanga, avec comme président Moïse Tshombe. Et cet État va prendre fin grâce à l'intervention des Nations Unies. Et vous vous rappelez, Ndaka Madior, qui était ancien secrétaire général de l'ONU, a perdu sa vie en Angola à cause de la question katangaise. Mais Lumumba n'est pas le seul à parler de la balkanisation. Actuellement, si vous suivez encore sur Télé 7, il y a l'acteur président Kabila Joseph qui parle de la même manière. Donc, suivez Télé 7, vous comprendrez un peu son discours. Mais cette balkanisation, ce que je peux appeler la deuxième tentative de 1996, a été déclenchée par l'AFDEL,
l'AFDEL qui était soutenu d'abord par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ensuite par nos amis anglo-saxons et leurs multinationales, ont profité de la désintégration de l'État congolais pour envahir les pays. Mais peut-être vers la fin, je vous expliquerai, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le capitalisme, à chaque moment qu'il connaît une imitation, l'Afrique, d'une manière générale, paye les pots, et le Congo en a payé 2 fois, 1885-1908, avec les génocides de Congolais, 10 millions de morts avec Léopold II. Et actuellement, vous avez les génocides qu'on n'a pas encore terminé à compter nos morts, ça fait à peu près 9 millions. Donc ça c'est pour expliquer que nous sommes victimes du capitalisme international prédateur. Mais ce capitalisme international prédateur tient toujours à avoir la même mise sur le Congo, exploiter ses richesses. Je préfère vous citer l'auteur britannique, John le Carré, que j'ai parlé, qu'il était un flic, était un grand romancier. Si vous demandez à tous les ambassadeurs qui sont ici, ils ont ces livres. Il y a même des Congolais qui en ont. Donc je préfère vous lire ce que John le Carré a dit. Il a écrit en 2006, rien que des théoriciens avant-gardistes, des néoconservateurs en vue, des sommités de la géopolitique, les genres de types qui se réunissent dans des stations de ski pour décider du destin des nations. Ce n'est pas la première fois qu'ils se penchent sur le Congo oriental. Et vous entendrez beaucoup d'écrivains occidentaux parler du Congo oriental. Et qu'est-ce qu'ils voient? L'anarchie comme résultat l'anarchie comme résultat probable des prochaines élections, les Chinois qui grattent à la porte pour rafler toutes les matières premières. Alors que faire? Ça c'est dans les romans. John le Carré, il fait parler, je dirais un peu les acteurs. Alors que faire? Les Congolais n'aiment pas les Américains. Et c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais. Ils sont disciplinés et surtout efficaces. Alors, le plan américain, c'est consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à la rendre incontournable. Ce qu'ils veulent, concrètement, c'est une annexion en douceur. Et ils comptent sur un coup de la main de la CIA. Ça, je n'ai pas inventé, c'est John le Carré qui l'a dans cet ouvrage. Je disais qu'il y a eu Kabila, il y a eu... déjà 5. Je vais aller très vite. OK. Donc il y a eu Kabila, il y a eu le Lumumba qui ont essayé un peu de dénoncer. Mais il faut aussi reconnaître que ici, à Kinshasa, nous avons essayé un peu de monter la campagne contre la balkanisation. Et en dehors de ça, il y a aussi d'autres auteurs occidentaux qui ont publié. Je vous ai montré les livres qui parlent de la même question. Mais ce qui est important ici, c'est de voir peut-être les jeux que les hommes politiques ou bien les diplomates occidentaux jouent. Il y a 2. D'abord, Cohen, que vous connaissez très bien, et un autre, Fest William. Fest William, c'est un ancien, je pense, un ancien premier président de la commission au Sénat américain sous Bill Clinton en 2001. Je vous lis ce qu'il a dit. Fest dit ceci. La frontière congolaise serait la source de stabilisation tant par les forces internes que par les forces externes, dont l'objectif consiste à favoriser le découpage du pays en 5 États indépendants. Il cite les Kivu-Maniema, les Kasaï, les Chaba, la province orientale et l'Équateur, les Bandundu et les Bas-Congo. Ça, c'est Fest William. Il y a aussi notre ami qu'on appelle Herman Cohen. Ça, vous le connaissez très bien. Je ne voudrais pas vous lire tout ce qu'il avait écrit à Obama. Mais ce qui est intéressant ici, c'est
de vous donner les droits de réponse qu'il avait envoyés au potentiel et qu'on a essayé un peu de publier. Je vais encore vous lire, il faut me laisser un peu de temps. C'est important parce qu'il faut que les gens comprennent que la balkanisation, ce n'est pas seulement les faits des Congolais, c'est beaucoup plus ceux qui sont à l'étranger, ces capitalistes qui sont en faillite, qui veulent en tout cas refaire leur coup de 1885, mais aussi de leur coup de 1492 en venant ici pour faire l'esclavage de la tête négrière. Que dit Cohen? Dans ma lettre au président Obama, j'ai suggéré que l'on légalise le commerce des minéraux au Kivu, qu'on exploite les hommes d'affaires rwandais. Le Rwanda a envahi le Kivu en 1998. Pendant 6 ans, il a mis en place des réseaux pour l'exploitation des minéraux, surtout les coltans qui rapportent des milliards de dollars. Je pense que tout le monde trouvera son compte et la RDC percevra des impôts. J'ai proposé que le commerce des minéraux soit légalisé, mais j'ai rencontré une farouche opposition de la part des Congolais qui évoque la question de souveraineté. Souveraineté, au département d'État, le Kivu fait partie du Rwanda. Ça, c'est ce que Cohen a dit. Maintenant, il explique, dans cette réponse, je crois que mes remarques sur le nord et le sud du Kivu, dans votre article, ont été mal compris. Bien sûr, les provinces de l'Est du Congo sont juridiquement dans les pays souverains de la RDC. Personne ne peut dire le contraire. Et ça doit être toujours comme ça. Ça, c'est Cohen qui nous répond. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a beaucoup d'influences des pays extérieurs à l'Est, dans les deux Kivu, et que ces influences sont plutôt négatives que positives. Regardez les secteurs économiques et sécuritaires pour avoir les preuves. C'est pourquoi j'ai proposé, dans mon article de décembre 2008, dans le New York Times, qu'il faut établir un marché commun entre les provinces de l'Est du Congo, Rwanda, Burundi et Ouganda, pour légaliser le trafic des produits miniers et agricoles, gagner de l'argent pour les fiscs congolais et éliminer les soutiens des milices illégales. Et Cohen dit, je demande aux amis congolais de ne pas chercher midi à 14 h avec des débats juridiques inutiles. Il faut plutôt qu'ils cherchent des solutions sur le terrain. Ça m'amène, pour que je puisse conclure, à donner certaines stratégies mises en place pour que la balkanisation devienne un peu effective. Il y a ce que vous connaissez très bien, le brassage et le mixage. Ça, pour les gens de l'Est, le savent très bien. À travers les brassages et les mixages, on nous a infiltrés. Les militaires rwandais sont présents dans notre armée. Si vous demandez aux gens, je pense que le professeur ne va pas me démentir, sur place au Kivu, on sait identifier qui est rwandais, qui est aussi rwandais, qui est aussi congolais. Ils le savent très bien. Donc, on n'invente rien à travers les mixages et les brassages. Il y a une deuxième stratégie qu'on a montée, c'est avec les opérations conjointes congolaises et ougandaises. Je vous assure, il faudrait qu'on fasse attention pour accuser seulement les hommes politiques congolais. Il y a une forte pression sur ces dirigeants pour qu'ils acceptent n'importe quoi. Les jours où les troupes rwandaises sont entrées ici, je pense que c'était le 19, la nuit du 20 ou le 19 janvier, les pouvoirs congolais ne voulaient pas. Vous avez vu ce que le général Etumba a eu comme comportement. Nos amis anglo-saxons ont imposé et les troupes rwandaises sont entrées. Il ne faut jamais oublier cette dimension externe. C'est vrai, nous avons des complices ici à l'intérieur, mais la grande partie des responsabilités incombe à ces étrangers qui veulent à tout prix nous faire comme des esclaves sur notre propre territoire. Deuxième élément, je pense que ceux qui travaillent encore au PNUD, ils vont se rendre compte que toute l'aide qui vient de l'extérieur est orientée vers l'Est. Il y a la guerre. Et c'est là où on trouve la concentration des ONG internationales. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? La Belgique, la France, l'Amérique, ils ont des représentants sur place. Pourquoi faire? Ça, c'est pour vous dire que le processus de la balkanisation du pays est mis en place sans les Congolais ou bien avec les Congolais. Donc, il ne faut pas être naïf. Tout ce qu'ils font,
C'est une stratégie de façon que vous verrez, oh, tel ambassadeur a inauguré un pont, telle ambassade a construit une route. Mais pour quel objectif? Quand vous faites un peu une analyse en profondeur, vous vous rendrez compte que tout est mis en place pour que dans l'imaginaire collectif des gens de l'Est, la dimension de l'État central disparaisse. Comme ça, après le temps, ils vont dire, mais vous voyez, Kinshasa ne s'occupe pas de vous, vous pouvez vous prendre en charge. Parce qu'on a fait des routes, on a fait tout, prenez-vous en charge. Et il y a encore des leaders du Kivu, tout comme d'autres leaders de d'autres régions,